Bonjour et bienvenue sur Mr. Infinity. Au programme aujourd'hui, deux dossiers majeurs qui conditionnent l'avenir de l'ordre mondial. Premier dossier, l'état des institutions internationales entre délitement européen et montée en puissance des BRICS. Deuxième dossier, le réarmement massif de l'Europe et la spirale militaire qui s'emballe simultanément en Asie. Ce sont deux phénomènes distincts mais profondément liés. Prenez une minute, respirez et suivez-moi. Commençons par une question fondamentale, celle que beaucoup posent en ce moment avec une frustration croissante. Les institutions internationales ont-elles failli? Et si oui, pourquoi? Pour répondre à ça honnêtement, il faut d'abord distinguer deux choses. La défaillance d'un outil et la défaillance de ceux qui le manient. Un marteau ne construit rien si personne ne le saisit correctement. De la même façon, une institution internationale ne peut pas maintenir la paix ou stabiliser l'économie mondiale si les décideurs qui la pilotent poursuivent des agendas qui n'ont rien à voir avec ses objectifs fondateurs. Prenons l'Union européenne. À l'origine, ce projet était essentiellement économique, une communauté de marché, une zone de libre-échange, un mécanisme de solidarité conçu pour éviter que les nations européennes ne se retrouvent à nouveau en guerre les unes contre les autres. Et sur ce terrain précis, l'Europe a produit des résultats remarquables pendant plusieurs décennies. Croissance partagée, circulation des personnes et des capitaux, prévention des conflits interétatiques. Mais progressivement, à partir des années 1990 et surtout des années 2000, quelque chose a changé. L'UE a muté. Elle n'était plus seulement une communauté économique. Elle est devenue une structure de plus en plus politisée, dont les priorités stratégiques se sont parfois retrouvées alignées sur celles de l'OTAN plutôt que sur celles de ses propres États membres. Et c'est là que les premières fissures sont apparues. Le problème n'est pas structurel, il est décisionnel. Trop souvent, des hommes et des femmes ont été placés à la tête d'institutions clés, non pas pour leur expertise, leur vision ou leurs compétences, mais pour leur conformité politique. Le résultat, des décisions qui ont affaibli la base industrielle européenne, compromis la sécurité énergétique du continent et encouragé la délocalisation d'entreprises vers des zones plus compétitives et moins contraintes. L'abandon progressif du gaz russe, décidé dans l'urgence, sans plan de remplacement solide, en est l'exemple le plus frappant. Une décision présentée comme un acte de souveraineté et de solidarité, mais dont les conséquences économiques sur les ménages et les industries européennes ont été brutales. En Allemagne, au cœur industriel de l'Europe, des pans entiers du tissu manufacturier ont vacillé. La compétitivité européenne s'est érodée. Et pendant ce temps, les entreprises votaient avec leurs pieds en direction des États-Unis, de l'Asie ou du Golfe. Face à ce tableau, jetons un regard honnête sur ce qui se passe de l'autre côté. Au sein des BRICS, ce groupe qui rassemble aujourd'hui la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et une série de nouveaux membres qui ont rejoint le bloc depuis 2024, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Éthiopie, entre autres. Ce qui frappe dans la dynamique BRICS, c'est précisément ce que l'Union européenne a progressivement perdu. Une logique de coopération économique débarrassée des conditionnalités idéologiques. Ces pays ne partagent pas les mêmes systèmes politiques, pas les mêmes valeurs culturelles, pas les mêmes priorités sociales, et pourtant ils parviennent à maintenir des échanges commerciaux robustes, à développer des infrastructures communes, à construire des mécanismes financiers alternatifs au dollar, comme le projet de monnaie commune de règlement des échanges, et à résister collectivement aux pressions extérieures. Est-ce un modèle parfait? Certainement pas. Les tensions entre l'Inde et la Chine, notamment sur les frontières himalayennes, sont loin d'être résolues. Les dynamiques internes du bloc sont complexes. Mais l'intention affichée, coopérer sur des bases économiques mutuellement bénéfiques, sans ingérence dans les affaires intérieures de chacun, trouve un écho de plus en plus fort auprès des pays du Sud global. Ce qui se dessine ici, c'est une recomposition profonde de l'ordre économique mondial. L'Occident ne détient plus le monopole des règles du jeu. Et les institutions qu'il a bâties après la Seconde Guerre mondiale, FMI, Banque mondiale, OMC, doivent désormais composer avec des alternatives crédibles qui émergent du côté des BRICS. La leçon simple mais essentielle. Les organisations internationales ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce sont des outils.
et leur efficacité dépend avant tout de la qualité, de la compétence et de l'intégrité de ceux qui les dirigent. Là où les BRICS ont su maintenir une gouvernance centrée sur les intérêts économiques communs, l'Europe a parfois laissé la politique prendre le dessus sur la raison. Et les conséquences sont visibles, chaque jour, dans les chiffres de croissance, de compétitivité et de cohésion sociale. Passons maintenant au deuxième grand dossier du jour, et il est explosif dans tous les sens du terme, le réarmement de l'Europe. Depuis 2020, les budgets de défense des pays membres de l'OTAN en Europe ont bondi de près de 60%. 60% en moins de 6 ans. C'est un chiffre colossal, sans précédent depuis la fin de la guerre froide, et il faut le comprendre dans son contexte. L'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 a constitué un choc stratégique majeur pour les capitales européennes. Des pays comme l'Allemagne, la Pologne, les États baltes et la Finlande, qui a rejoint l'OTAN en 2023, ont radicalement revu leur doctrine de défense. La Pologne en particulier est devenue en quelques années l'un des pays les plus dépensiers en matière de défense au sein de l'Alliance Atlantique, avec un objectif de 4% du PIB consacré aux forces armées. C'est un tournant historique pour un pays qui a toujours eu une conscience aiguë de sa vulnérabilité géographique. Mais voilà le problème. Ce réarmement massif, s'il répond à une logique sécuritaire compréhensible, porte en lui les germes d'une escalade. Plus vous armez, plus vous incitez l'adversaire à en faire autant. Et plus les deux parties se renforcent, plus le seuil de déclenchement d'un incident, voulu ou accidentel, s'abaisse. Les tensions autour de l'enclave de Kaliningrad, les incidents répétés dans l'espace aérien de la Baltique, les provocations navales en mer Noire, autant de signaux qui montrent que le risque d'une confrontation directe, même non voulue, entre l'OTAN et la Russie n'est pas une fiction. Par ailleurs, l'unité de l'Alliance Atlantique reste fragile. La France et l'Allemagne défendent des visions différentes de l'autonomie stratégique européenne. Paris veut une Europe de la défense indépendante de Washington. Berlin hésite tiraillé entre sa dépendance sécuritaire vis-à-vis des États-Unis et sa volonté de reconstruire un dialogue avec Moscou à long terme. Et le Royaume-Uni, sorti de l'UE mais toujours dans l'OTAN, joue sa propre partition. Ces divergences internes fragilisent la cohérence des positions européennes dans un moment qui exige précisément le contraire. Mais l'Europe n'est pas seule à se réarmer. En Asie, la dynamique est tout aussi préoccupante, sinon plus. La Chine a considérablement accéléré son programme de modernisation militaire. L'armée populaire de libération est aujourd'hui la deuxième force militaire mondiale en termes de budget et la première en effectif. Elle développe des capacités navales, aériennes, cybernétiques et spatiales à un rythme qui inquiète profondément Washington et ses alliés dans la région, Japon, Corée du Sud, Australie, Philippines. La question de Taïwan reste l'étincelle la plus probable d'une confrontation directe. Pékin n'a jamais abandonné l'objectif de la réunification, par la force si nécessaire, et les signaux envoyés ces 2 dernières années, exercices militaires massifs autour de l'île, incursions répétées dans sa zone d'identification aérienne, montrent que la fenêtre diplomatique se rétrécit. Ce qui est particulièrement dangereux dans la configuration actuelle, c'est que le réarmement européen et le réarmement asiatique se déroulent en parallèle dans un monde où les grandes puissances sont interconnectées économiquement mais antagonistes stratégiquement. Un conflit dans une région peut rapidement avoir des répercussions mondiales sur les chaînes d'approvisionnement, les marchés financiers et la stabilité des alliances. Les prochains sommets de l'OTAN, les négociations sur le contrôle des armements, dont les principaux traités sont aujourd'hui en lambeaux, et l'évolution de la politique étrangère américaine seront des indicateurs déterminants à surveiller dans les semaines et mois à venir. Voilà pour ce tour d'horizon de ce jeudi matin. Des institutions internationales fragilisées par des choix stratégiques discutables à la montée en puissance des BRICS, d'un réarmement européen historique à une Asie qui entre dans une logique de confrontation militaire ouverte, les lignes de fracture du monde de demain se tracent aujourd'hui devant nos yeux. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la sécurité des États, c'est le modèle de gouvernance mondiale qui prévaudra dans les décennies à venir. Qui dirigera les institutions? Dans quel intérêt? Avec quelle vision? Ces questions ne sont pas abstraites. Elles ont des conséquences directes sur vos conditions de vie, sur les prix de l'énergie, sur la paix dans votre région. Restez informés, on se retrouve à la prochaine.